Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Radio M a le plaisir de vous accueillir dans le numéro 6 du Café des Experts Éco avec un nouveau venu qui n'est pas si inconnu que cela à Radio M. Farhat Ait Ali, expert financier. Farhat Ait Ali, bonjour. Bonjour. Bienvenue au CEE. Nous sommes avec professeur Goumiri comme d'habitude. Bonjour. Marhaba. Nous avons raté une émission la semaine dernière. Nous nous remettons dans le bon tempo avec entre-temps une actualité qui a été explosive le week-end dernier. C'est de celle-là que nous allons nous emparer. Il y a eu l'interception d'un bateau avec 700 kilos de cocaïne. On pensait pas que cela était possible en Algérie. C'est un choc pour l'opinion dans le pays, un choc pour le système politique aussi, puisque des papiers dans la presse électronique qui ont traité de cette affaire ont conduit à ce que moi-même j'ai appelé la nuit des longs couteaux. Plusieurs interpellations dans le milieu de la presse électronique. Et au moment où nous parlons, il y a un collègue, Saïd Boudoul, qui va être présenté au parquet d'Alger avec un lanceur d'alerte, Nourdine Tounsi, du port d'Oran, au sujet de cette affaire-là. C'est une affaire très sérieuse. Nous sommes dans une émission d'économie, messieurs. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il existe en Algérie une narco-économie que nous n'avons pas peut-être nous-mêmes suffisamment observé? On peut démarrer pour essayer de chiffrer de la taille économique, de la taille financière de cette opération-là. Quand on intercepte 700 kilos de cocaïne, c'est quel chiffre d'affaires qu'on a intercepté? Enfin, concrètement, de mon point de vue, la fameuse prise de 700 kilos représente globalement peut-être entre 15 et 20% au maximum du marché annuel de ce produit en Algérie. Pour la simple raison qu'en général, les narcotrafiquants, n'importe quel trafiquant d'ailleurs de n'importe quelle substance, ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier et ne peuvent pas mettre la consommation d'une année dans une expédition qui risque de disparaître au cas où il y aurait une prise. Donc déjà qu'ils soient arrivés à ce stade-là de 700 kilos. Mais déjà, ça représenterait quoi à peu près 700 kilos? En Europe, le gramme est à 65 euros en France, le gramme de cocaïne. Globalement, ça représente 65 millions d'euros en France, mais ici c'est en dinars, ça doit tourner dans les 7 milliards de dinars parce que ça va entre 8 000 et 12 000 dinars le gramme selon la conjoncture et la clientèle qui se présente. Oui. Je voudrais peut-être ajouter... 7 milliards de dinars. 7 milliards de dinars, à peu près. Je voudrais peut-être ajouter une chose en matière douanière. Quand on fait une prise, on estime combien de quantité n'a pas été prise. La prise révèle ce qui n'a pas été pris. Bon, ça semble risible, mais c'est au niveau international. Il y a le Congrès mondial des douanes auquel j'ai eu l'occasion d'assister une fois. Et donc, la prise, d'abord, est révélatrice de l'efficacité de l'appareil douanier, le douanier en tenue par rapport à celui en civil. Et deuxièmement, ça donne un élément d'appréciation de ce qui n'a pas été pris. Donc, si 700 kilos sont passés cette fois et ils ont été pris, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus. L'estimation de Farhat Ait Ali, c'est à peu près 20%. Bon, c'est pas moi qui fais le calcul, je vais pas tricher, mais ça nous ramène à 35 milliards de dinars l'année. 35 milliards de dinars, donc jusqu'à 40 milliards. Jusqu'à 40 milliards de dinars l'année. Faut compter à peu près 10 000 consommateurs. Alors, nous parlons de quelque chose de conséquent, de sérieux. Nous sommes bien d'accord. 35 à 40 milliards de dinars de revenus liés au trafic de la cocaïne seulement. Nous allons parler aussi du cannabis dans un moment. C'est un vrai marché. C'est important. Évidemment. On est d'accord. Sur l'ordre de grandeur, c'est important. Par exemple, à une mairie, au budget d'une mairie, d'une wilaya. C'est un petit peu l'équivalent de la TAP au niveau national. Voilà. La taxe sur l'activité professionnelle. Annuellement au niveau national. Voilà, c'est l'ancien inspecteur de finances. C'est l'ancien inspecteur de la fiscalité qui parle. Aussi, ce qui est grave, c'est le double de l'impôt forfaitaire unique. L'intégralité des revenus de l'État sur l'impôt forfaitaire unique, c'est la moitié de cette prise. Alors, on va voir quand même si tout cet argent échappe à l'État dans un moment, mais pour organiser une telle économie... Comment cet argent échappe à l'État? Il est taxé ailleurs. Comment, je comprends pas ta question. Comment cet argent ne peut pas être à l'État? Je vais m'expliquer. Oui. On va être prudent. C'est une affaire en cours. C'est une affaire pour laquelle les journalistes de la presse électronique sont en train d'être présentés devant des parquets, donc on va être prudent. Il y a un premier suspect qui est évoqué, c'est le propriétaire des conteneurs.
Bon, à ce stade-là, présomption d'innocence, peut-être qu'on lui a mis cette cocaïne dans ses conteneurs, il a amené de la viande, il savait pas. C'est toujours possible. Bien. On suppose que ce suspect-là, ou un autre d'ailleurs, qui gagne de l'argent avec le trafic de la cocaïne, réinvestit en Algérie. Donc on sait que dans ce cas précis, puisqu'on est obligé quand même de parler de ce cas précis, c'est devenu un acteur important de l'immobilier à Alger. Donc c'est quand même de l'argent qui revient dans l'économie. Non, mais soyons sérieux quand même. La formule en dinar, elle revient dans l'économie. Il y a même une TVA sur les autres transactions générées par ces flux. Mais la partie en dollars, parce que cette cocaïne, elle n'a pas été produite à Béchar, elle a été importée de Colombie. Donc ça fait partie de la balance de paiement extérieur d'une manière ou d'une autre. Les dollars ne sortent pas du nerf. Alors, non, c'est juste pour dire que cette quantité démontre, puisque c'est une partie de la quantité annuelle, que ce n'est pas pour la consommation du marché national. Hein, c'est un élément extrêmement important. C'est pour que cette quantité reparte vers d'autres pays et notamment vers l'Europe. Ça c'est évident. Le marché national, qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Le marché national est plus enclin à consommer du cannabis. Les informations que nous avons de nous, c'est que la cocaïne c'est complètement banalisé et à 8000 dinars la dose. De toute façon, pour consommer les 700 kilos. Et ça venait d'Europe d'ailleurs, c'était dans le port de Valence. Donc, pour consommer 700 kilos, 10 000 personnes au niveau national suffisent sur la base d'un gramme jour pendant 2 mois. Donc c'est un bimestre pour 10 000 personnes. 10 000 personnes pour 1500 communes, c'est en moyenne 6 personnes. Ça doit bien se trouver dans chaque commune, 6 bonhommes qui ont de l'argent et qui n'ont pas grand-chose à faire avec. Particulièrement dans certaines zones du pays, dans les grandes villes du Nord, où il y a une classe économique très aisée et qui est devenue subitement aisée, qui s'ennuie. Ça m'amène à une question, enfin, c'était un peu dans la chronique d'aujourd'hui dans l'automne, je vais faire de l'autopromotion. Est-ce que c'est quand même pas, on va essayer de regarder les choses du bon côté, que l'Algérie devienne un marché émergent de la cocaïne, le signe d'un enrichissement du pays? Parce que c'est pas tous les pays qui sont en mesure, qui deviennent une destination finale. Il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a pas cette caste. Au contraire, moi je dirais même c'est le signe d'un appauvrissement économique, parce que pour pouvoir dépenser 300 000 dinars de cocaïne par mois, la progéniture du monsieur qui paye, parce qu'il y a bien quelqu'un qui paye, il faut qu'elle soit le rejeton de quelqu'un qui n'a pas eu cet argent par la grâce d'une activité économique digne de ce nom. Ce qui veut dire que c'est beaucoup. On va pas regarder la manière dont le pays s'est enrichi. On peut être d'accord. On va pas regarder l'indigénie. Non mais est-ce que quand même, moi là, depuis le temps, le schéma classique depuis les années 70, quand on regarde des films sur le narcotrafic, ça part de pays producteurs plutôt pauvres, qui sont peut-être en cours de route un peu enrichis, pas nécessairement à cause de ce trafic, vers des pays, des centres de consommation qui sont plutôt riches. Si l'Algérie, c'est un peu le même parallèle que je fais avec les migrants. L'Algérie est devenue une destination finale pour les migrants. Pas mettre ça dans le bilan positif. Non, je pose la question. C'est pas le signe aussi d'un enrichissement, en tous les cas de la bourgeoisie algérienne, qui est elle la première en mesure de consommer. Moi, je pense et je continue à penser que ce n'est pas cette quantité multipliée par les autres quantités qui sont passées. Parce que maintenant, on a une prise, on sait très bien que ce n'est pas la seule qui normalement est programmée pour l'année. Je pense très sincèrement que ce n'est pas pour le marché national. Je pense que pour le marché national, on va vers les drogues les moins chères, qui est le cannabis, et on en discutera tout à l'heure, parce que ça aussi c'est un élément extrêmement important qu'il va falloir traiter un jour. Alors, on va pas polémiquer sur cet aspect. Moi, je suis pas d'accord avec Mourad Gouméry, mais la partie qui va rester dans le marché national. Bien. Comment on peut la payer? Quelle incidence ça a sur le score Port Saïd quand on est obligé de sortir la contre-valeur, la contrepartie de dollar de 7 milliards de dinars sur une importation comme ça? En général, vous avez remarqué que les gens qui importent ces derniers temps sont soit des privés qui sont eux-mêmes importateurs d'autres produits, ou bien même, on a même vu en 2012 l'ONIL, Office national interprofessionnel du lait, avec 165 kilos de cocaïne dans un conteneur. On n'en parle plus maintenant, cette histoire. Elle est partie dans les vapes. Mais on les a trouvés dans un port sec. Automatiquement, les gens qui importent, des fois, ils se mettent sur des produits pas trop taxés.
ou des fois détaxé, parce que quand on parle de lait en poudre, c'est 0 droit de douane, c'est 0 taxe. Par contre, pour la viande aussi, c'est taxé, mais ce n'est pas surtaxé, c'est du 7% de TVA. Et donc, automatiquement, sur ce genre de produit, les gens peuvent surfacturer. Si ça se trouve, on dégage le prix de ces drogues-là dans la facture initiale du produit. On majore la facture de 10, 15, 20, 30%, eh ben, ces 30%-là, au lieu de rentrer dans le compte de l'intéressé, il va aller jusqu'en Colombie avec une valise. Donc, au lieu de rentrer dans le compte de rue, ça rentre dans le conteneur sous forme de chenouf. Voilà ce qui se passe. Il faut ajouter le scandale de la deuxième région militaire. Il faut pas l'oublier, qui a coûté d'ailleurs le poste de son chef. Donc, ça fait partie. Deuxième région militaire, on parle de l'ANP, on parle de l'armée. Bien sûr, la région donc militaire. Donc il y a déjà eu un scandale de trafic de. C'est une vieille histoire. 2001. Bon. 2001, c'était les années du terrorisme et c'était lié à ça. C'était la fin des années 90. Oui, c'était mais lié à. Le problème dans cette affaire qui est vieille effectivement et qui a coûté au chef de région son poste, c'est les connexions. C'est les connexions avec aussi un grand ponte du palais royal marocain. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que ce genre de trafic ne peut pas se construire uniquement au niveau national. C'est un réseau international avec à chaque passage de ce réseau, ceux qui produisent, ceux qui alors dans le réseau Mourad Goumiris, ce qui nous intéresse, c'est la partie algérienne surtout, parce que l'autre partie elle est sous les projecteurs, mais la partie algérienne, moi en tous les cas elle m'intéresse. Alors cette partie algérienne, elle est marge à quoi? Quand on a fait une opération de 7 milliards de dinars d'importation, c'est le coût estimé. À combien on a acheté cette production et quelle est la marge qu'on fait sur une opération comme ça? Au maximum, c'est 1,5 milliard de dinars à tout casser. Parce que on parle du prix d'achat. On parle du prix d'achat. C'est encore cher, parce que si c'est directement en Colombie, ça dépasse pas pratiquement les 500 millions de dinars. C'est du 5 $ le gramme là-bas. Mais bon, pour une revente à l'extérieur, ça doit arriver à 1,5 milliard au maximum. Avec les risques. Mais c'est le risque justement dans toutes les drogues, c'est l'illégalité, l'illicitité de ces substances. Avant qu'on arrive au risque, j'essaie d'estimer. Donc on peut gagner 5 milliards de dinars d'un coup sur une opération. D'un coup sur cette opération. On peut gagner 5 milliards de dinars. C'est ce qui était prévu s'il n'y avait pas eu l'interception. Alors, ma question, c'est 5 milliards de dinars. En supposant que l'opération se serait bien passée, que la marchandise serait passée au port d'Oran et qu'elle serait arrivée sur le marché en Algérie, c'est le cas. Enfin, on reste toujours sur ce cas de figure de la distribution de cette marchandise en Algérie, parce qu'elle était destinée, la cocaïne était destinée à un importateur algérien, en l'occurrence Chéri, donc c'est lui qui allait la récupérer. Elle était dans ses conteneurs. Donc, dans tous les cas, on ne sait pas s'il avait signalé à la douane qu'il avait trouvé quelque chose d'incongru. Qui va émarger à ces 5 milliards de dinars? Dans la poche de qui vont-ils aller? Pratiquement toute personne qui pouvant offrir une protection ou étant prête à prendre un risque. Toutes les parties qui prennent le risque de celui qui achemine le kilo jusqu'à celui qui achemine le gramme. Plus celui qui couvre tout au bon moment, tous ces gens-là émargent, chacun selon ses compétences et ses capacités. Il faut revenir à un certain nombre de mots, parce que maintenant les contrebandiers et le marché informel produisent des mots. Jargon. يقول لك نشري الطريق. Oui. Les gens qui على الواسع يقول لك خرجت بالصف en 95. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a balisé le passage d'une frontière à une autre en distribuant pour chacun ou chacune ou chacun des responsables. Mais donc c'est des achats sporadiques, c'est un abonnement. Donc les milliards dont tu parles, voilà à quoi ils vont servir. Ils vont d'abord servir aux protections, bien entendu, et à l'ensemble des personnes qui prennent un risque dans cette affaire. Alors, bien entendu, le reste va au cerveau, on dirait ça comme ça, au cerveau qui a mené cette affaire. Alors on va essayer de comprendre, toujours en restant sur les chiffres. Et j'ajoute juste que ensuite débute l'opération de blanchiment, parce qu'on ne peut pas imaginer autant de dinars d'un seul coup qui rentrent. Si vous allez, vous savez que nous sommes signataires de Tracfin. Tracfin,
c'est ça. C'est une organisation internationale qui a été imposée par les États-Unis après les attentats de New York. Et il y a ce qu'on appelle dans toutes les institutions financières une cellule qui regarde s'il y a de renseignements financiers, s'il y a des flux anormaux. Par exemple, je suis commerçant. Chaque semaine, je fais rentrer 1 milliard dans ma banque, et puis un jour, je vais avec 100 milliards. Hop, là. Tout de suite, là, il y a un déclenchement à travers les institutions financières pour regarder un peu, on appelle ça la présomption de blanchiment, pour regarder un peu d'où cet argent, d'un coup, est venu. Donc, c'est intimement lié. À partir du moment où cet argent va entre les mains de quelqu'un, eh bien, il va commencer par le blanchir. Et l'un des éléments de blanchiment, c'est l'immobilier. Alors, ça m'amène à la question que je voulais poser. Là, dans ce cas de figure, on est un peu dans le scénario supposé, pas tout à fait confirmé, que c'est les Espagnols qui auraient donné l'alerte, et donc c'est une enquête de police, on a traqué une marchandise suspecte, etc. Et on a voulu que ce soit les Algériens qui interceptent, parce que la destination finale de ces conteneurs, c'était l'Algérie. Très bien. Est-ce qu'on aurait pu imaginer justement de trouver ce réseau par l'autre porte, c'est-à-dire par celui du blanchiment? Est-ce qu'on a les mécanismes aujourd'hui par exemple, dans le cas de ce suspect numéro 1? Nous avons les mécanismes juridiques, nous avons les mécanismes techniques, manifestement, il manque la volonté d'y aller tout droit par les mêmes techniques universellement reconnues. Quand vous avez, par exemple, un opérateur économique dont les chiffres d'affaires habituels sur un produit donné ne convergent pas avec les chiffres d'affaires sur une autre activité donnée. Prenons le cas de ce monsieur-là. Ce monsieur, il a une activité d'importateur de viande. Ce n'est pas un gros importateur de viande, contrairement à ce qu'on dit. Par rapport à d'autres. Moi, j'en connais d'autres qui dépassent de loin. Il y a une boîte italienne à Corso qui fait beaucoup plus de chiffres d'affaires légalement et proprement que lui. Il n'a le cas. Donc, je ne vois pas comment ce monsieur-là se retrouve avec 1 million ou 2 millions de dollars chaque 2 mois qui viennent du Brésil. Et comme par hasard, j'ai constaté qu'à partir de 2010, le gros des importateurs se sont rabattus sur l'Espagne et l'Inde. Mais lui, il est resté là-bas avec ces petites quantités-là. Déjà, ça, c'est suspect. Et pour des raisons objectives. Parce qu'on gagne plus en important de l'Inde. Voilà, justement. Il perd sur une marge. Il reste à l'autre bout du monde tout seul. Alors que les autres, ils sont tous rabattus sur le marché le plus porteur. Mais en même temps, ce monsieur-là fait de très belles plus-values avec ses promotions immobilières. C'est qu'un appartement à 50 millions de dinars, c'est un appartement qui revient grosso modo à 10 millions de terrains inclus. Parce qu'on construit sur 10 étages. Maintenant, si on prend juste la construction, c'est de l'ordre de 5-6 millions de dinars pour un 100 mètres carrés. Vous êtes en train de nous dire, nous, à la presse, nous n'avons pas été suffisamment vigilants, on aurait dû s'intéresser à l'activité de ce... Mais vous auriez raison de le dire. Non, les premiers à devoir le faire, c'est ceux qui sont payés justement pour épingler ce genre d'opération en amont. Moi, je ne comprendrai jamais comment quelqu'un puisse faire une opération à l'autre bout du monde pour gagner 10 millions de dinars à tout casser, et on déclarait 5 millions au fisc comme bénéfice net, alors que sur place, un appartement lui fait 40 millions de dinars. On ne peut pas gagner 100 milliards sur une opération immobilière à Alger et aller s'enguirlander à l'autre bout du monde pour 10 milliards. Donc forcément, et en plus le Brésil, qu'est-ce qu'il a de spécial le Brésil? Il a une frontière de 2000 km avec la Colombie. Avec la Colombie, et en portion d'Atlantique. En pleine Amazonie. Voilà. Très bien. Je voudrais peut-être ajouter un mot. Vous savez que il y a donc la coopération douanière, ça existe, c'est une institution, etc., qui a mis en place la NDB, etc. Et on classe les pays les plus disons rigoureux en matière de douane par leur activité de recherche, etc. Et à l'époque où j'étais au cabinet de Hadji Allah, l'Algérie avait une très bonne réputation au niveau douanier. Très peu de trafiquants réussissaient à traverser notre pays. Et ça, c'est avec des preuves à l'appui. Il y a un classement, il y a des gens qui font des travaux. Cabinet de Hadji Allah, on est dans les années 80. Hein. Oui. Oui, je veux dire, on est encore dans la continuité des années 70. Il y a encore des réflexes. Je ne fouillais pas quand on allait à l'étranger. Voilà, j'ai dit que j'étais un fossile la dernière fois, je le réitère. Non, c'est pour situer, c'est pas. Oui, mais on était bon il y a longtemps. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une dégradation importante. Moi, le point qui m'intéresse, c'est comment nous étions et comment nous sommes devenus. Alors, il y a une dégradation importante et les services des douanes, je ne
porte pas l'opprobre sur le petit fonctionnaire, etc., et ni même la direction. C'est un système. Aujourd'hui, l'Algérie est devenue un pays où les douanes sont beaucoup plus permissives. Et rappelez-vous que c'est sur information extérieure. Oui. Là aussi, on n'a pas les preuves. On a posé la question à l'ambassadeur d'Espagne qui était dans la cérémonie de la fête nationale de l'Italie il y a à peine 2 jours. Et bon, c'est un diplomate, il peut toujours botter en touche, mais bien sûr, il a dit que c'était pas les Espagnols qui avaient alerté. Donc on est un peu dans le flou par rapport à cela. Alors, on a évoqué ce sujet aujourd'hui dans le café des experts éco parce qu'il y a eu la saisie des 700 kilos. Expliquons-nous, il y a une chose, que ce soit les Espagnols qui aient vendu la mèche ou une autre partie locale qui a levé un lièvre ou bien qui s'y estimait peut-être lésé aussi dans ces opérations. Les gardes-côtes, il paraîtrait qu'ils soient allés directement vers un TC précis. Oui. Et quand on va vers un conteneur précis, c'est qu'il y avait l'information, bien sûr. C'est que l'information, au départ de Valence, elle y était. Et d'ailleurs, je vais enchaîner sur l'économie. La dernière minute, la dernière intervention. Nous devions créer une direction du renseignement douanier. Moi, je me rappelle, c'était le BIP qui était directeur général des douanes. Et donc, on avait préparé en matière de formation des douaniers pour créer cette direction des informations douanières qui n'a jamais vu le jour, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais, et qui à un moment, et il fallait mettre en place un mécanisme de rémunération des gens qui vous donnent les informations. Qui existait dans les années 60-70. Qui existait. Qui a été aboli. Il y avait pas une caisse, mais disons des ressources qui étaient, on achète l'information. Une information pareille, ça s'achète. Ouais. Comme n'importe quelle information, parce que elle a une répercussion directe sur la sécurité et sur le trésor public et sur la santé des Algériens dans le cadre de la cocaïne. Messieurs, on a parlé aujourd'hui de narcoéconomie et on s'est posé la question si elle existait, mais peut-être qu'on aurait dû se la poser bien plus tôt parce que il y a le cannabis en Algérie. C'est une consommation populaire, c'est la drogue, entre guillemets, ou pas d'ailleurs, parce que le débat est ouvert aujourd'hui. C'est une substance qui est de plus en plus tolérée et autorisée dans beaucoup de pays dans le monde. Elle représente quoi, cette économie? Elle est plus importante que les 35 milliards de la cocaïne. De loin, parce que là, les adeptes se comptent en centaines de milliers et pas en dizaines de millions, en quelques milliers. Même si le chiffre d'affaires devrait être pondéré en fonction du prix du gramme qui tourne entre 500 et 800 dinars. Ceci dit, quand on a 100 fois plus de clients pour 10 fois moins de coûts au gramme, de prix au gramme, on s'en sort royalement quand même. Mais grosso modo, on peut aller jusqu'à 1 milliard et demi de dollars pour ce chiffre-là. Oui. Si l'Algérie perd aux frontières... On parle d'un chiffre d'affaires annuel. Si l'Algérie perdait aux frontières de cet équivalent-là en gasoil, c'était justement pour payer ça. Exact. Donc déjà, vous dites que le mode de paiement de l'importation du cannabis du Maroc, c'est du gasoil. C'était à 90% du gasoil. D'autres produits aussi subventionnés. Je fus président du conseil d'administration du port d'Oran pendant quelque temps. Et on m'indiquait que, disons, 2 ports particuliers de pêche consommaient une quantité extraordinaire de gasoil. Donc j'appelle... Enfin, les ports de l'Ouest. Et j'appelle le directeur donc du port de l'Ouest, un copain, t'a dit combien tu as de postes à quai dans un port, il y a des postes à quai, donc et chaque fois vous louez, etc. Donc on pouvait à partir de là, connaissant la nature de la pêche, c'était des longs parots, donc de la sardine, c'était des petits palangriers, c'était pas de grandes pièces, donc on pouvait calculer la consommation mensuelle ou annuelle en mazout. Or, quand on a fait ces petits calculs avec donc les directeurs des ports, on s'est aperçu qu'il y avait une consommation extraordinaire. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, les pêcheurs, sous des espèces de jerrycans, de réservoirs additionnels, mettaient du mazout et allaient à la frontière du côté de Roussel-Hadjadj vendre directement. Ça, c'était durant les années 80. C'est ça. Moi, je vous parle dans les années 80. Plus récemment, pratiquement l'Algérie a acquis des chalutiers, des sardiniers aussi de gros tonnage, donc qui ont une autonomie en gasoil qui est assez quand même conséquente. Donc ils ont des réservoirs de 15 à 75 000 litres
Hein, c'est autre chose. Il y a des bateaux de haute mer qui font de semi-remorques. De ce fait, ces bateaux-là, normalement, même 675 000 litres, c'est pour une autonomie de 25 à 30 jours en mer. C'est pas pour revenir à chaque semaine à la pompe. Mais il y a certains bateaux, à un moment donné, j'avais signalé ça aux autorités. Parce que je suis dans le secteur, je connais très bien le secteur. Donc écoutez, je ne vois pas comment un chalutier dont les chiffres d'affaires de production sont pratiquement minables puisse s'approvisionner à hauteur d'une marée de 25 jours toutes les semaines. Donc, on sait comment est payé le cannabis en Algérie. En partie, voie maritime, voie terrestre, jusqu'à récemment, avant qu'il fasse le fossé attaque, dans les pompes à essence de l'Ouest, à partir de Tmouchen. Il y a plus d'essence. Est-ce qu'il y a de la porosité? Alors, messieurs, est-ce qu'il y a la porosité entre les deux trafics, celui de la cocaïne et celui du cannabis? Alors, est-ce qu'on peut imaginer, question de novice, que ce fossé que vous venez d'évoquer, Farhat Ali, qui a peut-être gêné les importations de cannabis à partir du Maroc, et produit un transfert de l'activité en partie vers je ne pense pas. de l'argent qui s'est mis sur la cocaïne. Non, je pense qu'il a transféré le cannabis vers des wilayas plus au sud, ou vers le segment maritime, mais pas vers la cocaïne. La cocaïne, c'est une autre variante pour un autre monde. Une autre population réceptrice. C'est un produit de luxe, disons. Je parle pas des consommateurs, je parle des acteurs du trafic. Même les acteurs, il leur faut une clientèle. C'est un marché comme n'importe quel marché. Et un marché, les arcanes d'un marché, c'est quoi? Il faut une demande. Une demande fixe, une clientèle en expansion. Avec des réseaux. C'est un fournisseur fidèle, c'est ça, un marché. Et avec des réseaux, et je maintiens que beaucoup de cette quantité qui rentre repart sur l'Europe. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut que vous sachiez que au niveau de la mer Méditerranée, donc jusqu'à Tanger, les Espagnols et l'Europe d'une manière générale ont truffé ces régions de radars et de bateaux de guerre, etc., qui font obstacle. Les Marocains ne peuvent plus aller directement avec leur bateau à moteur. Il faut voir, c'est des bateaux avec des moteurs de 100 chevaux. Il y a 4 moteurs de 100 chevaux et qui foncent avec des quantités incroyables sur le littoral de l'autre côté, etc. Donc tout cela est extrêmement aujourd'hui confiné, contenu, et donc l'échappatoire, c'est notre pays. Ils ont un transit par le territoire algérien. Même dans cette thèse, ce qui m'étonne, jusqu'à présent, il y a eu des arrestations en Algérie, des prises de petites quantités, parce que quand on fait un dispatching vers d'autres pays, c'est du 100 grammes, 150 grammes. On a même pris 100 kilos, 150 kilos. Non, grammes. On parle de consommateurs. Non, pas de consommateurs, de fournisseurs, parce que là, c'est pour ça que ça fait 5 milliards de dinars. Il y a beaucoup de transporteurs. Les stewards de l'Algérie qui ont été arrêtés. Les transporter de la cocaïne à partir de Bamako. Mais jusqu'à présent, moi, ce qui met en cercle, toutes les arrestations se sont faites vers l'Algérie et pas de l'Algérie vers un autre pays. Je ne connais aucun trafiquant d'origine algérienne, du moins, qui a été pris dans le sens Algérie vers l'Europe par une douane ou une police européenne qui sont quand même efficaces. Par contre, ici, les prises de petites quantités qui viennent de Bamako, qui viennent d'Europe aussi, il y a même des prises qui viennent de Marseille, c'est quand même curieux. Ça veut dire que le marché est devenu porteur. Dans le cas du cannabis, on parle d'économie, on parle d'importation, on parle de balance de devises, on parle de pertes aussi pour l'économie nationale. Puisque on est à 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut supposer qu'avec le resserrement de la frontière ouest avec le Maroc, qu'il y ait, puisque c'est un phénomène de mode aujourd'hui, de la substitution à l'importation, de plus en plus de plantations de champs de shit, de cannabis en Algérie? Est-ce que c'est un phénomène qu'on peut observer dans les prochains mois, dans les prochaines années? Il y a une étude qui a été faite sur Le Monde, le journal Le Monde, sur l'ensemble de la production marocaine, parce qu'il faut aller d'abord vers la production. Et c'est toute la partie Rifen, toute la partie donc à la frontière algérienne, avec l'Algérie, où on plante d'une manière sophistiquée, c'est-à-dire c'est du goutte à goutte avec des engrais, etc. C'est de vrais investissements. De vrais investissements, et le chiffre d'affaires au niveau ce qu'on appelle le palais royal, Marzen, appelez ça comme vous voulez, c'est à peu près 2 milliards de dollars par an. Donc ce n'est pas une petite affaire. Et comme il y a aussi actuellement un mouvement, parce qu'il y a quand même
tout l'aspect pharmacologique du cannabis. Donc ça, il faut pas l'oublier. Qui fait qu'on peut autoriser ces plantations pour partie. Mais on justifie. Ça, c'est pour la pharmacie, pour faire des produits, pour la douleur, etc., etc. Mais tout le problème, c'est la partie qui va aller vers la pharmacologie et la partie qui va aller vers le trafic. Alors ma question, substitution à l'importation, est-ce que c'est un phénomène du côté du sud-ouest, d'Adrar, de Béchar, du sud-ouest, il y a toutes les zones montagneuses qui sont chaudes, humides et un petit peu arrosées. Artificiellement, ou la Bjaya, ou la... Vous êtes en train de dire, c'est un très bon printemps cette année, très bon printemps pour planter des cannabis. Une anecdote, c'était en 1990, c'était la grande débandade politico-sécuritaire de l'époque. Il y avait un policier qui a été révoqué d'ailleurs, un petit agent, il a réussi à planter ses graines les ponts à centrale, mais c'était pour sa consommation personnelle. Oui, mais c'était un gars d'Adrar, ce monsieur-là. Alors, plus sérieusement, alors ils ont quand même une technique. Est-ce que, compte tenu de la tendance dans le monde de la légalisation de la consommation du cannabis sous certaines conditions, qui a dégonflé un petit peu la baudruche du trafic, puisque on est d'accord pour dire que ça coûte cher, qu'il y a toute une faune qui se greffe sur ce trafic-là, pour utiliser une expression chère à Farhat et Ali, c'est parce que c'est le risque. Et si on légalise, on fait tomber, évidemment, voilà. on casse le marché. Est-ce qu'on peut envisager que une partie de cette activité s'implante et que ce soit régulé et contrôlé en Algérie? Je parle de la production de cannabis, à la fois dans son volet pharmacologique, mais il faut le et faire. dans son volet peut-être consommation il faut limitée. Il faut le faire en Algérie. Il faut que nous ayons une production qui va légale, contrôlée, réelle, qui va vers la pharmacologie, Saïdal ou d'autres entreprises. Et c'est pas dans un but anti-marocain, c'est pas pour ruiner l'économie marocaine. On s'entend bien. Non, je le dis. C'est de la folie de vouloir ruiner l'économie. Parce qu'ils n'ont pas de pétrole pour nous concurrencer. Parce que nous aussi, on se shoot au pétrole. On n'a rien d'autre. C'est vrai que ce shoot, il est plus dangereux. Voilà. C'est lui qui a ramené la cocaïne, d'ailleurs. C'est le shoot pétrolier. Absolument. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question en attendant les développements dans les prochains jours, parce que c'est quand même quelque chose qui s'est révélé à nous autres journalistes qui n'avons peut-être pas suffisamment observé cette activité-là. Et aujourd'hui, il y a des collègues qui parlent, quand ils parlent du Maroc, je partage pas toujours cette approche, mais bon, ils disent c'est un narco-État. Nous, dans notre cas, il y a peut-être aussi une narco-économie qui est en train de se mettre en place. 110 milliards de PIB hors hydrocarbures, parce qu'ils n'ont pas d'hydrocarbures. Pour 2 milliards de Tazatla, je ne pense pas que ça soit un narco-État. Qu'on arrête, il y a un petit peu de sublimer les choses. Le premier producteur ils ont exporté 10 milliards de dollars de véhicules, plus ou moins produits localement, avec un taux d'intégration appréciable. Plus l'agriculture. C'est bien de le rappeler, plus le pétale, pour les cosmétiques. C'est un pays qui a un développement dynamique extraordinaire, et donc il faut cesser de... C'était bien de le rappeler dans cette émission. Merci, messieurs les experts. On va quand même finir avec une question qui nous ramène à nos problèmes domestiques récurrents. La loi de finances qui devait être adoptée par le Conseil complémentaire pour 2018, qui devait être adoptée par un Conseil des ministres jeudi dernier, ne l'a pas été. Alors, il y a beaucoup de lectures sur ces retards. On se rappelle qu'il y a eu une première mouture qui a fuité du palais du gouvernement, pense-t-on, ou d'un ministère. Elle a fuité, qui a provoqué une réaction du palais de Mouradia. Donc, retoquer, revoir la copie. Le Premier ministre a revu sa copie et elle est toujours pas étudiée par le Conseil des ministres. Est-ce que, de quoi cela est-il le nom? Donc, si j'ai bien compris la thèse Hadi, elle a fuité, même le palais de Mouradia a connu son existence. C'est une casemate, le palais du gouvernement. Oui, c'est quand même curieux comme logique. On n'est pas loin. Mais j'ai l'impression que la fuite était organisée par toutes les parties. Justement, c'était pour tâter le pouls de la société sur certaines mesures qui sont pas très populaires et qui même certaines sont dangereuses pour certaines parties. Même dans le système, parce que la mesure phare, c'était cette histoire de concession de foncier agricole aux étrangers. Et les mesures, pour moi, qui étaient là pour le camouflage de cette mesure, qui allait créer justement la diversion dans un petit peu dans la surenchère, c'était l'histoire des taxes sur tous les documents qui sont devenus pratiquement hanout. C'est une sorte de vente de documents d'identité. Mais bon, ils auraient fini de pas... Pourquoi de vente? Parce que les marges sont trop importantes, c'est ça? Vous trouvez déjà faire des marges sur des documents de souveraineté, ça c'est pas une logique quand même. On fait pas de marge là-dessus, on travaille à perte.
En plus, si la fiscalité ordinaire est de 3000 milliards de dinars, il était inclus dedans aussi ces documents. Voilà, c'était destiné à quoi les 3000 milliards de dinars? Si à chaque fois on nous sort une option, elle n'était pas dans la prestation initiale. C'est pas un restaurant, c'est un État. Donc je crois surtout pour la pièce d'identité, mais je crois qu'ils allaient revenir là-dessus. Mais dans la polémique ça aurait créé, on aurait maintenu les autres mesures qui elles sont tout aussi lourdes de sens. Et ça allait passer par ordonnance. Maintenant, je remarque que aussi la LFC, c'est une marque de fabrique de l'actuel Premier ministre. Oui. Et pourquoi il aime les LFC? Ce qu'elles ont de vertueux chez lui, c'est qu'il peut y glisser n'importe quoi. Voilà. C'est une sorte de fourre-tout, mais qu'il passe toujours le mois de juillet. Quand les députés sont à la plage. En intersection. Je voudrais peut-être ajouter la chose suivante. D'abord, cette espèce de... Vous savez que le Premier ministre a réagi violemment en disant qu'est-ce qui se passe, etc. On a fuité. Mais enfin, qui fuite quoi? Pour avoir pendant des années travaillé sur la loi de finances, les équilibres, on les faisait... Les grands équilibres. On avait un comité des grands équilibres à l'époque. On les faisait à peu près au mois de juin. Ensuite, on allait à la commission. On faisait un exemplaire de cet à tout l'ensemble de la commission et l'ensemble des députés. Il y a rien de secret. Il y a rien de. Donc, s'il y a une fuite, mais il faut dire à ce Premier ministre que c'est les gens qui sont autour de lui qui ont fait sortir, c'est-à-dire les ministres, etc. Et enfin, cette espèce de navette qui ne se fait pas entre le Premier ministre, la Commission et la présidence de la République montre qu'il y a une tension sur un certain nombre d'éléments contenus à l'intérieur que l'on connaît. Parce que là, on m'a dit qu'il y avait encore d'autres éléments inconnus. Bon, on verra, il y a star, comme on dit. Donc, et ensuite, il y a des prises de position, c'est-à-dire il y a des désaccords. Sur les terres agricoles, on m'a dit que ce document, cet article devrait ouvrir à la privatisation non seulement pour les Algériens, pour les étrangers. Bon, il semble que c'est le FLN à travers son secrétaire général qui a dit on a enlevé. Et on a enlevé, ça veut dire que ça existait. Bon, d'autres me disent ça existe toujours, mais reformulé. Ensuite, il y a cette tarification, j'allais dire. Il faut aller dans les APC, voir le nombre d'Algériens et d'Algériennes qui vont pour retirer ces documents. L'extrait de naissance du père, du grand-père, le certificat D, enfin tous ces documents. Si on fait un mercurial maintenant dans les APC... Alors si je vous disais... J'ai fait un petit calcul approximatif, ça converge justement avec le chiffre d'affaires à la cocaïne, 45 milliards de dinars. De gains supplémentaires pour le Trésor. De gains supplémentaires pour le Trésor. En appliquant les nouvelles taxes. Si jamais elle devait être maintenue... 45 milliards de dinars. Bon, voilà. Donc, Est-ce qu'on peut supposer que si c'est retardé, c'est parce que on a peut-être quand même un peu peur de la réaction de la population et pas seulement peur de la réaction des députés. C'est pas juste pour glisser dans l'intercession de l'été. Ce n'est pas les députés qui les intéressent. Ouais. Ce qui les intéresse, c'est que dès qu'on met un document, un débat parlementaire, la société a le temps de s'impliquer, a le temps de faire pression. Et même les députés, ils ont le temps, ceux de l'opposition, de faire du bruit dans la rue. La PN en elle-même, ils savent que de toute façon, ils ont 350 bonhommes qui vont voter n'importe quoi. Le problème ne se pose pas en ces termes, mais que la société ait le temps de parasiter le passage de s'emparer du débat. Ça ne les intéresse pas. Sinon, ils n'auraient pas fait une LFC, ils auraient attendu septembre. Tout simplement. Pour intégrer tout ça. Il reste pas longtemps quand même, de toute façon, pour. On est en passe d'être sur la loi de finances l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit d'abord, la loi de finances est une exception. Complémentaire. C'est une exception. Il faut vraiment un caractère aléatoire et soudain qui vous tombe dessus pour faire une loi de finances. Là, ça devient la règle pratiquement. Et deuxièmement, elle peut passer par ordonnance, c'est-à-dire sans débat. Or, un débat sur les éléments qui sont contenus là-dedans, même si on sait ce que c'est que nos deux chambres, il y a quand même l'opposition qui aura un temps où elle pourra parler et à la télévision notamment, et là
le pouvoir a très peur d'une réaction assez violente des populations qui vont être impactées par. Il y a aussi il y a une mesure aussi, une mesure phare qui n'a rien à voir avec ça. Qui était prévue dans le projet. La fameuse taxe provisoire de sauvegarde, taxe intérieure. Oui, bien, oui. Cette taxe de sauvegarde. De 60 à 200%. Oui, mais 60 à 200%, il n'y a pas de liste de produits dans le projet de loi. Ça veut dire que l'administration, fidèle à ses coups de force, elle s'est réservé un droit régalien de fixer au jour le jour, au gré bien sûr des humeurs, des intérêts, des événements, les taux. Depuis quand une administration dans n'importe quel pays, y compris une administration pouvait s'arroger le droit de fixer des taux au jour le jour? C'est pas une mercuriale, c'est Mohamed c'est des taxes. Et en plus qui nous engagent vis-à-vis de parties extérieures. Alors, on est au café des experts éco, mais pas au CPP, mais on est quand même aussi je suis obligé d'évoquer la possibilité que le conseil de ministres de jeudi dernier ne se soit pas tenu pour une raison ordinaire dans le 4e mandat. L'état de forme du président de la République. Vous savez qui aurait pu ne pas venir parce que tout était en place, pour qu'il se tienne. Et peut-être que nos supputations. Vous savez, la version officielle, c'est le décès de la mère de Mdelsé. Vous vous rendez compte? Le décès de la mère du président du Conseil constitutionnel a empêché la tenue d'un Conseil des ministres. Enfin, je ne sais plus. Je ne reconnais plus mon pays. Oui. Merci beaucoup. Merci Morad Goumouni. Merci Ferhat Tali d'avoir participé à ce 6e numéro du CEE. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.